L'Inde ancienne, un pays de royaumes, l'Inde, une terre de vastes plaines et de montagnes imposantes, des rivières serpentaient à travers le pays, donnant vie à d'anciennes civilisations. C'était une terre de rois et de royaumes, chacun luttant pour le pouvoir et la gloire. De l'Himalaya aux mers du Sud, le sous-continent vibrait d'énergie et d'ambition. L'air crépitait du choc des épées et des murmures d'intrigues de cour. Dans les plaines fertiles du Gange, une nouvelle puissance émergeait. Le royaume de Magadha, avec son emplacement stratégique et ses ressources abondantes, était destiné à jouer un rôle central dans l'histoire de l'Inde. Ses dirigeants, ambitieux et impitoyables, cherchaient à étendre leur domination sur leurs voisins. L'odeur de la guerre flottait dans l'air, prélude aux changements dramatiques à venir. Magadha, avec sa capitale à Pataliputra, dominait les plaines fertiles du Gange. Ces rois, connus pour leur prouesse militaire, ont bâti une armée formidable. Les mines de fer sur leur territoire fournissèrent les matières premières pour des armes mortelles. Les éléphants, dressés pour la guerre, devinrent des instruments de choc et de terreur sur le champ de bataille. L'armée de Magadha, une force sur laquelle il fallait compter, a traversé le pays, conquérant et soumettant des royaumes rivaux. Les rois de Magadha, poussés par l'ambition, cherchaient à établir leur suprématie sur les plaines du nord de l'Inde. Ils comprenaient l'importance du commerce et leur capitale devint un centre d'activité économique florissant. La richesse de Magadha grandit, alimentant davantage leurs ambitions expansionnistes. La scène était prête pour l'émergence d'un empire, mais le chemin vers la grandeur était pavé de conflits et de sang. Alors que Magadha gagnait en importance, des murmures d'une nouvelle puissance ont commencé à circuler. Des rumeurs se sont répandues au sujet d'un jeune homme, un guerrier d'un courage et d'une ambition exceptionnelle. Son nom était Chandragupta et il était destiné à changer le cours de l'histoire de l'Inde. Certains disaient qu'il était de naissance noble, tandis que d'autres murmuraient une origine plus humble. Les premières années de Chandragupta restent entourées de mystères, une tapisserie tissée de légendes et de demi-vérités. Ce qui est certain, c'est qu'il possédait une combinaison rare de charisme, de compétences militaires et de sens politique. Il a rallié les hommes à sa cause, les inspirant par sa vision d'une Inde unie et puissante. Les murmures se firent plus forts, portant son nom à travers le pays, un présage des événements importants à venir. La vie de Chandragupta Maurya est une tapisserie tissée de faits et de légendes. Certains historiens pensent qu'il était membre de la caste des Kshatriyas, la caste des guerriers, tandis que d'autres affirment qu'il était issu d'un milieu humble. Sa jeunesse reste un mystère perdu dans la nuit des temps. Malgré le manque d'informations concrètes, il est clair que Chandragupta possédait un esprit vif et une soif de connaissance. On disait qu'il avait été formé à l'art de gouverner, à la guerre et à la diplomatie. Ses compétences allèrent s'avérer inestimables dans sa quête du pouvoir. Le jeune Chandragupta, déjà un personnage formidable, s'apprêtait à laisser sa marque dans l'histoire. Aucun récit de l'ascension de Chandragupta n'est complet sans mentionner Chanakya, le brillant stratège souvent appelé Kautilya. Maître en philosophie politique et en art de gouverner, Chanakya vit en Chandragupta le potentiel de renverser la dynastie Nanda impopulaire qui régnait sur Magadha. Ensemble, ils formèrent une alliance formidable, le lion et le paon, la force et la sagesse combinées. Chanakya, avec sa compréhension aiguë de la politique et de la guerre, devint le mentor et le principal conseiller de Chandragupta. Il a écrit l'Arthashastra, un traité sur l'art de gouverner qui allait devenir un classique de la pensée politique indienne. Sous la direction de Chanakya, Chandragupta commença à rassembler une armée et à forger des alliances. La dynastie Nanda, inconsciente de la tempête qui se préparait, allait bientôt faire face à une contestation redoutable de son pouvoir.
Le roi Nanda, Dhanananda, était considéré comme un dirigeant impopulaire, son règne étant marqué par l'oppression et de lourds impôts. Chandragupta, guidé par le génie stratégique de Chanakya, y vit une occasion de prendre le pouvoir. Il rallia des groupes mécontents au sein de l'empire Nanda, leur promettant la libération d'un régime oppressif. La guerre qui s'ensuivit fut un choc de titans. Les forces de Chandragupta, bien que plus petites, étaient unies par un objectif commun et inspirées par le charisme de leur chef. Le génie stratégique de Chanakya s'avéra inestimable, surpassant la plus grande armée Nanda. Après une série de batailles décisives, Chandragupta sortit victorieux, mettant fin à la dynastie Nanda et fondant l'empire Maurya. La rapidité et la détermination avec lesquelles Chandragupta a renversé la dynastie Nanda ont intrigué les historiens pendant des siècles. Certains pensent que le réseau d'espions et d'informateurs de Chanakya a joué un rôle crucial, semant la discorde dans les rangs Nanda et fournissant des renseignements essentiels. D'autres pensent que le charisme de Chandragupta et sa promesse d'un règne juste ont trouvé un écho auprès de la population, affaiblissant l'emprise des Nanda sur le pouvoir. La véritable étendue des machinations de Chanakya et le niveau de soutien populaire dont bénéficiait Chandragupta pourraient ne jamais être pleinement connus. Ce qui est certain, c'est que leur alliance, un puissant mélange de prouesses militaires, de sens politique et de génie stratégique, a jeté les bases de l'un des empires les plus puissants de l'histoire de l'Inde. L'empire Maurya, né de l'ambition et de la conquête, allait laisser une marque indélébile sur le sous-continent. L'ascension au pouvoir de Chandragupta Maurya marqua le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'Inde. Sous son règne, et plus tard celui de ses successeurs, l'empire Maurya allait s'étendre pour englober la majeure partie du sous-continent indien. La période Maurya connut un essor de l'art, de l'architecture et du commerce, laissant derrière elle un héritage qui continue d'inspirer l'admiration et l'émerveillement. L'empire Maurya, malgré son déclin final, reste un témoignage de la vision et de l'ambition de son fondateur. Chandragupta, le guerrier qui s'éleva de l'obscurité pour unifier un sous-continent, laissa une marque indélébile sur la tapisserie de l'histoire de l'Inde. Son histoire, un mélange captivant de faits et de légendes, continue de fasciner et d'inspirer, nous rappelant le pouvoir durable de l'ambition, du courage et du génie stratégique. L'Inde, IVe siècle avant notre ère. Une terre divisée, gouvernée par des rois ambitieux et de puissants chefs de guerre. Chaque royaume, chaque principauté luttait pour la suprématie, cherchant à étendre son influence et son territoire. Dans ce monde d'alliances mouvantes et de guerres incessantes, une légende est née. Une légende qui allait changer le cours de l'histoire de l'Inde pour toujours. Chandragupta, un nom murmuré avec crainte et admiration. Un jeune homme destiné à devenir l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Ses origines, nimbées de mystère, parlaient à la fois d'un humble commencement et d'une lignée liée à la puissante dynastie Nanda qu'il allait un jour renverser. Les récits de son enfance sont variés et souvent contradictoires. Certains disent qu'il a été élevé par une famille modeste, ne découvrant sa véritable identité que plus tard dans sa vie. Il aurait grandi parmi les paysans, apprenant les dures réalités de la vie quotidienne. D'autres murmurent une connexion royale, cachée pour le protéger des machinations d'un roi jaloux. Peut-être était-il le fils caché d'un noble, élevé en secret pour échapper aux intrigues de la cour. Quelle que soit la vérité, le destin de Chandragupta était clair. Unifier les royaumes fragmentés de l'Inde et établir un empire tel que le monde n'en avait jamais vu. Son ambition était sans limite et son courage inébranlable. Dès son plus jeune âge, Chandragupta possédait un esprit vif et une soif de connaissance. Il absorbait tout ce qu'il pouvait apprendre, des arts de la guerre aux subtilités de la diplomatie. Il observait le monde qui l'entourait, reconnaissant l'instabilité inhérente aux États en guerre.
Il voyait les souffrances des gens et rêvait d'un avenir meilleur. Il rêvait d'une Inde unie, forte et prospère sous son règne. Un rêve qui semblait impossible, mais qui dans son cœur était inévitable. Mais pour réaliser ce rêve, il avait besoin d'un guide, d'un mentor pour transformer son talent brut en une force imparable. Ce mentor serait Chanakya, un érudit et stratège brillant, qui verrait en Chandragupta le potentiel de changer le destin de l'Inde. Le destin, semble-t-il, avait entendu son appel. Chandragupta Maurya, jeune et ambitieux, rêvait de grandeur et de pouvoir. Il savait que, pour réaliser ses rêves, il aurait besoin de plus que de la force brute. Entre en scène Chanakya, brillant stratège et maître des manœuvres politiques. Chanakya, un érudit respecté, avait une vision claire pour l'avenir de l'Inde. Il croyait fermement en l'unification des royaumes sous un seul empire puissant. Exilé de la cour Nanda, Chanakya voyait en Chandragupta le potentiel de réaliser ses propres ambitions. La chute des Nanda et la création d'un empire puissant et unifié. Leur rencontre fut le début d'une alliance qui allait changer le cours de l'histoire. Ainsi commença un partenariat légendaire. Chandragupta, le lion intrépide, possédait la force et le charisme nécessaires pour rallier les hommes à sa cause. Il était un leader naturel, capable d'inspirer ses troupes et de les mener à la victoire. Chanakya, le renard rusé, fournissait l'esprit stratégique, les plans complexes qui allaient déjouer leurs ennemis et ouvrir la voie à la domination. Il était le cerveau derrière chaque mouvement, chaque décision. Leur première cible, l'empire Nanda lui-même. Les Nanda étaient puissants, mais Chanakya savait que leur arrogance et leur complaisance seraient leur perte. Régnant depuis leur magnifique capitale, Pataliputra, les Nanda commandèrent de vastes armées et des ressources apparemment inépuisables. Leur richesse et leur pouvoir semblaient inattaquables. Les affronter directement serait de la folie. Une attaque frontale contre une force aussi massive aurait été suicidaire. Au lieu de cela, Chanakya conçut un plan basé sur la furtivité et la ruse, exploitant les faiblesses des défenses Nanda et forgeant des alliances avec des rois et des chefs mécontents. Il savait que la clé de la victoire résidait dans la stratégie et la patience. En utilisant des espions et des informateurs, Chanakya recueillait des informations cruciales sur les mouvements et les plans des Nanda. Il manipulait les événements en coulisses, créant des divisions et des conflits internes parmi leurs ennemis. C'était un jeu d'échecs complexe, et Chanakya était le maître joueur. Guidé par Chanakya, Chandragupta lança sa campagne. Il se déplaçait comme un fantôme, sa petite armée, mais disciplinée, frappant avec rapidité et précision des cibles stratégiques. Il libéra des villes clés, gagna des dirigeants locaux avec des promesses d'autonomie et de traitement équitable. Lentement mais sûrement, l'étau se resserrait autour du cœur de l'empire Nanda. Le dirigeant Nanda, Dhanananda, un tyran aveuglé par son propre pouvoir, considéra initialement ces soulèvements comme des désagréments mineurs. Il allait bientôt réaliser sa grave erreur de calcul. L'affrontement final eut lieu à Pataliputra même. Les forces de Chandragupta, désormais grossies par les armées de ses alliés, assiégèrent la magnifique cité. La bataille fut longue et sanglante, mais Chandragupta, toujours le chef inspirant, mena ses hommes à la victoire. Avec la chute de Pataliputra, le puissant empire Nanda s'effondra, et Chandragupta Maurya, le berger devenu empereur, monta sur le trône. Section 4. La marche vers l'Indus. L'empire Nanda vaincu, Chandragupta tourna son attention vers l'ouest, vers les terres riches et fertiles de la vallée de l'Indus. C'est là que se trouvaient les vestiges de l'empire d'Alexandre le Grand, gouverné par des satrapes grecs qui avaient taillé leur propre domaine après la mort d'Alexandre. Ces généraux grecs
vétéran d'innombrables batailles, représentait un défi de taille. Mais Chandragupta, enhardi par ses récentes victoires et guidé par le génie stratégique de Chanakya, ne se laissa pas décourager. Il mena son armée dans une marche implacable vers l'ouest, affrontant les Grecs dans une série de batailles décisives. Ces campagnes étaient caractérisées par des manœuvres audacieuses, des stratégies astucieuses et une maîtrise de la cavalerie et des éléphants de guerre. Une à une, les satrapies grecques tombèrent, leurs armées dispersées et leurs chefs contraints de se soumettre au règne de Chandragupta. Section 5. L'ombre du Nord-Ouest. Pourtant, alors même que Chandragupta consolidait son emprise sur la vallée de l'Indus, une nouvelle menace émergea du Nord-Ouest. Séleucos Ier Nicator, l'un des généraux d'Alexandre qui avait hérité d'un vaste empire s'étendant de l'Asie mineure aux frontières de l'Inde. Séleucos, un stratège redoutable, avait des ambitions de restaurer la grandeur de l'empire d'Alexandre. Il voyait en Chandragupta un obstacle majeur à ses plans expansionnistes. Séleucos, désireux de restaurer les territoires perdus d'Alexandre, mena une armée massive vers l'est, déterminé à écraser ce roi indien parvenu. Son armée, composée de vétérans aguerris des campagnes d'Alexandre, avançait avec une discipline et une détermination inébranlables. Les rumeurs de cette invasion imminente se répandirent rapidement, semant la peur et l'incertitude parmi les peuples de la vallée de l'Indus. L'affrontement entre Chandragupta et Séleucos fut une bataille pour les âges, un choc de titans qui allait décider du sort du sous-continent indien. Les éléphants de guerre de Chandragupta, une force redoutable sur le champ de bataille, jouèrent un rôle crucial dans cette confrontation épique. Les deux armées se rencontrèrent dans une série de batailles féroces, chacune plus intense que la précédente. Les détails du conflit sont enveloppés dans les brumes du temps, mais le résultat parle de lui-même. Les chroniques anciennes, bien que fragmentaires, décrivent des combats acharnés et des stratégies militaires ingénieuses. Les récits de cette époque évoquent des héros et des légendes, des actes de bravoure et de sacrifice. Malgré les prouesses militaires de Séleucos, les forces de Chandragupta sortirent victorieuses, sécurisant les frontières occidentales de son empire naissant. Cette victoire marqua un tournant décisif dans l'histoire de l'Inde ancienne, établissant Chandragupta comme l'un des plus grands conquérants de son époque. Cette victoire consolida non seulement le contrôle de Chandragupta sur la vallée de l'Indus, mais envoya également un message clair au monde entier. L'Empire Maurya était une force avec laquelle il fallait compter. Les alliances et les traités qui suivirent cette victoire renforcèrent encore la position de Chandragupta, ouvrant la voie à une ère de prospérité et de stabilité pour son empire. L'Inde, une terre de sagesse antique et de puissants empires. Cette terre a vu naître et disparaître de nombreux souverains. Pourtant, peu ont laissé un héritage aussi durable que l'Empire Maurya. D'humbles débuts, cet empire s'est élevé pour dominer le sous-continent indien. Il a inauguré un âge d'or de paix et de prospérité. L'histoire des Mauryas est celle de l'ambition, de la stratégie et du pouvoir intemporel du savoir. Au cœur du succès de cet empire se trouve l'histoire de deux hommes. Le premier, Chandragupta Maurya, un dirigeant visionnaire promis à un grand destin. Le second, son mentor et guide, le brillant Chanakya. Ensemble, ils allaient forger un empire qui allait redéfinir l'histoire de l'Inde. Leur histoire témoigne de la puissance d'une vision partagée et de l'impact profond d'un mentor avisé. Chanakya n'était pas un homme ordinaire, il était érudit, philosophe et maître stratège. Né sous le nom de Vishnugupta, il gagna plus tard le nom de Chanakya, signifiant l'astucieux. Ce nom témoignait de son intelligence vive et de son génie stratégique. Il possédait une profonde compréhension de la politique, de la guerre et de la nature humaine. Sa sagesse, consignée dans l'Arthashastra, allait devenir un phare pour l'Empire Maurya. Le destin de Chanakya croisa celui de Chandragupta Maurya
à une époque de grands bouleversements. L'Inde était divisée en petits royaumes, vulnérables aux invasions étrangères. Chanakya vit en Chandragupta un dirigeant capable d'unifier ces royaumes. Il décela en lui le courage, l'ambition et le charisme nécessaires à la construction d'un empire puissant. Leur destin désormais lié, Chanakya prit le jeune Chandragupta sous son aile. Il devint son mentor, son guide et son plus fidèle conseiller. Le mentorat de Chanakya fut transformateur pour Chandragupta. Il lui transmit la connaissance de l'art de gouverner, de la guerre et de la diplomatie. Chanakya forma Chandragupta à l'art de la gouvernance, lui enseignant comment régner avec justice et sagesse. Il lui a inculqué l'importance d'une armée forte et la nécessité d'un réseau de renseignement bien organisé. Les leçons de Chanakya ne se limitaient pas aux salles de classe ou au terrain d'entraînement. Il conçut des stratégies élaborées pour aider Chandragupta à vaincre ses ennemis. Il comprenait que la construction d'un empire ne reposait pas uniquement sur la puissance militaire, mais aussi sur l'intelligence politique et une stratégie astucieuse. Il enseigna à Chandragupta l'importance de forger des alliances, d'exploiter les faiblesses de l'ennemi et d'utiliser l'espionnage pour prendre l'avantage. La sagesse de Chanakya ne se limitait pas à des enseignements oraux. Il a couché sa vaste connaissance dans un traité connu sous le nom d'Arthashastra. Cette œuvre extraordinaire est devenue la pierre angulaire de la gouvernance et de la diplomatie de l'Empire Maurya. L'Arthashastra est un guide complet sur l'art de gouverner, l'économie, la guerre et l'espionnage. Il couvre un large éventail de sujets, allant de la fiscalité et du commerce à la formation des espions et à l'art de la diplomatie. La portée de l'Arthashastra ne réside pas seulement dans son ampleur, mais aussi dans son pragmatisme. Chanakya croyait en une approche réaliste de la gouvernance, une approche qui reconnaissait les réalités du pouvoir et les complexités de la nature humaine. Il préconisait une autorité centrale forte, mais il soulignait également l'importance de la justice et du bien-être du peuple. L'Arthashastra est devenu le fondement de l'Empire Maurya. Ces principes ont guidé Chandragupta et ses successeurs dans la construction et le maintien d'un empire vaste et prospère. Cinquième partie, l'Arthashastra en action. L'Arthashastra n'était pas un simple traité théorique. Ses principes étaient mis en pratique dans tout l'Empire Maurya. Chandragupta, guidé par la sagesse de Chanakya, mit en place une administration centralisée. Il a divisé l'Empire en provinces et nommé des fonctionnaires pour les gouverner. Ce système assurait une gouvernance efficace et aidait à maintenir l'ordre dans ce vaste empire. Les principes de l'Arthashastra sur la fiscalité et le commerce ont également contribué à la prospérité de l'empire. Chandragupta a mis en œuvre un système fiscal juste et efficace qui a fourni les ressources nécessaires au maintien de l'infrastructure et de l'armée de l'Empire. Il a également encouragé le commerce, reconnaissant son importance dans la création de richesses et de prospérité. L'accent mis par l'Arthashastra sur la diplomatie et l'espionnage a également joué un rôle crucial dans le succès de l'Empire. Sixième partie, les secrets de l'Arthashastra. L'Arthashastra n'est pas sans controverse. Certains de ses enseignements, notamment ceux liés à l'espionnage et aux manœuvres politiques, ont été critiqués pour leur cruauté. Chanakya pensait que, dans la poursuite d'un bien supérieur, des mesures parfois peu conventionnelles, voire dures, étaient nécessaires. Il préconisait le recours aux espions pour recueillir des renseignements. Il a même suggéré d'utiliser la tromperie et l'intrigue pour affaiblir ses ennemis. Ces enseignements reflètent les réalités de l'époque. Dans un monde où les royaumes se disputaient constamment le pouvoir, la survie dépendait souvent de la capacité à garder une longueur d'avance sur ses ennemis. Chanakya l'avait compris, et son Arthashastra fournissait aux dirigeants les outils dont ils avaient besoin pour naviguer dans ce paysage politique complexe et souvent dangereux. Septième partie, l'héritage de Chanakya. L'héritage de Chanakya est inextricablement lié à l'Empire Maurya. On se souvient de lui comme étant l'architecte du succès de l'Empire, le cerveau derrière son ascension au pouvoir. Ses enseignements, inscrits dans l'Arthashastra,
ont continué d'influencer la pensée et la gouvernance indienne pendant des siècles. Mais l'héritage de Chanakya s'étend au-delà du domaine de la politique et de l'art de gouverner. Il est également vénéré comme un grand érudit et un penseur visionnaire. Son Arthashastra n'est pas seulement un manuel pour les dirigeants, c'est un témoignage de sa profonde compréhension de la nature humaine, de l'économie et de l'art de gouverner. 8e partie, la sagesse intemporelle de l'Arthashastra. L'Arthashastra reste un texte pertinent et perspicace aujourd'hui encore. Ses enseignements sur le leadership, la stratégie et la gouvernance continuent de trouver un écho auprès des lecteurs du monde entier. L'accent mis sur l'importance d'un État fort, d'une administration juste et efficace et d'une approche pragmatique de la politique étrangère est pertinent dans le monde complexe d'aujourd'hui. L'Arthashastra, témoignage du génie de Chanakya, nous rappelle le pouvoir durable du savoir et l'impact qu'une personne peut avoir sur le cours de l'histoire. L'histoire de Chanakya et de l'Empire Maurya est avant tout l'histoire du pouvoir transformateur du mentorat et de l'héritage durable de la sagesse. Bindusara, un nom murmuré dans les annales de l'histoire, est pourtant enveloppé d'un voile énigmatique. Fils du légendaire Chandragupta Maurya, fondateur du puissant empire Maurya et père de l'illustre Ashoka, Bindusara s'impose comme une figure pivot de la glorieuse histoire de l'Inde. Son règne, bien que moins célébré que ceux de ses proches, a joué un rôle crucial dans le façonnement du destin du sous-continent. Bindusara, l'empereur énigmatique, a consolidé les conquêtes de son père, étendu les frontières de l'empire et jeté les bases de l'apogée culturelle et politique que l'Inde allait connaître sous son fils. Il est un pont entre deux légendes, un souverain dont l'histoire mérite d'être racontée et répétée. Imaginez le poids des attentes qui pesaient sur les épaules du jeune Bindusara. Son père, Chandragupta, avait uni la majeure partie du sous-continent indien sous la bannière Maurya. Il avait vaincu la dynastie Nanda et repoussé les ambitions du général d'Alexandre le Grand, Séleucos. L'empire que Chandragupta légua à son fils était vaste, s'étendant de la mer d'Arabie au golfe du Bengale. L'ascension au trône de Bindusara ne s'est pas faite sans heurts. Les sources font état de rébellions, notamment dans la région du Décan. Pourtant, le jeune empereur a fait preuve de courage. Il écrase les soulèvements d'une main de fer, démontrant qu'il est un digne successeur de son père. Par ses actions décisives, Bindusara a assuré la stabilité de l'empire naissant et s'est assuré un héritage de dirigeants puissants. Le règne de Bindusara a été marqué par une attention particulière à la consolidation et à l'expansion stratégique. Il a hérité d'un empire vaste et diversifié de son père, Chandragupta Maurya, et il savait que pour maintenir cette grandeur, il devait renforcer les fondations de l'empire. Il comprit que la longévité de l'empire reposait sur la sécurisation de ses frontières et l'intégration de sa population diversifiée. Bindusara a travaillé sans relâche pour s'assurer que chaque région de son empire se sente unie sous une seule bannière, tout en respectant les différences culturelles et ethniques. Bindusara a poursuivi la politique de son père consistant à nommer des administrateurs compétents, connus sous le nom d'U, pour gouverner les provinces. Ces administrateurs, ou Mahamatras, étaient choisis pour leur loyauté et leurs compétences, et ils jouaient un rôle crucial dans la gestion quotidienne de l'Empire. Ces fonctionnaires assuraient le bon fonctionnement de l'Empire et le maintien de l'ordre public. Ils veillaient à ce que les lois soient respectées et que la justice soit rendue équitablement, contribuant ainsi à la stabilité et à la prospérité de l'Empire. L'armée Maurya, force formidable aguerrie dans les feux des conquêtes de Chandragupta, est restée une pierre angulaire du règne de Bindusara. Cette armée n'était pas seulement une force de conquête, mais aussi un symbole de la puissance et de l'unité de l'Empire. Il a encore agrandi l'armée, recrutant des soldats dans diverses régions et renforçant sa cavalerie et ses corps d'éléphants.
Ces unités spécialisées étaient essentielles pour les campagnes militaires et pour maintenir l'ordre dans les provinces éloignées. Fort de cette puissante armée, Bindusara étendit les frontières Maurya vers le sud, soumettant les royaumes du Décan et les plaçant sous sa coupe. Cette expansion a non seulement augmenté la taille de l'empire, mais a également renforcé son influence culturelle et économique dans la région. Le règne de Bindusara coïncide avec une période d'échanges culturels intenses entre l'Inde et le monde hellénistique. L'héritage des conquêtes d'Alexandre subsistait sous la forme d'établissements grecs dans le nord-ouest du sous-continent. Bindusara a maintenu des relations diplomatiques avec ses royaumes hellénistiques, en particulier l'Empire séleucide. Fait intéressant, Mégastène, l'ambassadeur grec à la cour de Chandragupta, fut remplacé par Deimak à l'époque de Bindusara. Les écrits de Deimak fournissent des informations précieuses, bien que fragmentaires, sur la cour Maurya et son fonctionnement. Il semble que Bindusara ait poursuivi la politique de son père qui consistait à accueillir les envoyés étrangers et à dialoguer avec eux sur le plan diplomatique, encourageant ainsi les échanges intellectuels et culturels entre l'Orient et l'Occident. Une tapisserie d'intrigues, mystère de la cour Maurya. La cour Maurya, un lieu où le pouvoir et la grandeur se mêlaient à des intrigues complexes et des ambitions sans fin. La cour Maurya, lieu de grandeur et de pouvoir, était aussi un vivier d'intrigues et d'ambitions. Les murs de ce palais majestueux ont été témoins de nombreux complots et de rivalités féroces. Si les sources historiques nous donnent un aperçu du règne de Bindusara, de nombreux détails restent mystérieux. Les manuscrits anciens et les artefacts nous offrent des indices, mais beaucoup de questions demeurent sans réponse. Des rumeurs de conspiration à la cour, de rivalités entre ministres et même de tentatives d'assassinat sur la personne de l'empereur lui-même ajoutent une touche d'intrigue à l'histoire de Bindusara. Les ombres des couloirs du palais murmuraient des secrets et des complots. L'une de ces histoires raconte une rébellion menée par le propre fils de Bindusara, le prince Susima. Cette rébellion, bien que rapidement écrasée, a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la dynastie. Les raisons de cette rébellion restent obscures, mais certains récits laissent entendre qu'elle aurait été fomentée par des courtisans ambitieux, cherchant à exploiter une rupture entre le père et le fils. Les conseillers de la cour, toujours à l'affût d'opportunités, auraient pu jouer un rôle crucial dans cette trahison. Bindusara, cependant, a agi rapidement pour mater la rébellion, démontrant ainsi sa poigne de fer sur le pouvoir. Sa capacité à réagir avec détermination et force, à consolider son règne et à montrer à tous que son autorité ne pouvait être contestée. La connexion jaïne, un chemin différent vers l'illumination. Alors que son père a embrassé le jaïnisme dans les dernières années de sa vie, les propres penchants religieux de Bindusara font encore l'objet de débats parmi les historiens. Certaines sources suggèrent qu'il était un adepte de la secte Ajivika, une école de pensée hétérodoxe répandue dans l'Inde antique. Les Ajivika croyaient en un univers déterministe gouverné par le destin. Cette croyance en un destin préétabli, si elle est vraie, ajoute une autre dimension à notre compréhension de Bindusara. Cette croyance a-t-elle influencé ses prises de décision en tant qu'empereur? A-t-elle façonné sa vision du monde et sa manière de gouverner? Autant de questions qui continuent de fasciner les historiens et qui offrent un aperçu alléchant de l'esprit de ce dirigeant énigmatique. Un pont entre les légendes préparait le terrain pour Ashoka. L'histoire de l'Inde ancienne est parsemée de figures emblématiques, mais peu sont aussi influentes que la dynastie Maurya. Le règne de Bindusara, bien qu'entouré de mystères, a constitué un lien crucial entre les règnes de son père, Chandragupta Maurya, et de son fils, Ashoka. Bindusara, souvent éclipsé par les exploits de son père et de son fils, a néanmoins joué un rôle déterminant dans la consolidation de l'empire. Il a consolidé le vaste empire forgé par son père, assurant sa stabilité et étendant ses frontières plus au sud. Sous son règne, l'empire a connu une période de paix relative,
permettant ainsi une croissance économique et culturelle. Les politiques de Bindusara, en particulier l'accent mis sur l'administration et la diplomatie, ont jeté les bases des réalisations culturelles et politiques du règne d'Ashoka. Il a mis en place des systèmes administratifs efficaces et a favorisé des relations diplomatiques avec les royaumes voisins. De plus, les défis auxquels Bindusara a été confronté, comme la rébellion menée par son fils, ont pu façonner sa propre vision de la gouvernance et influencer son approche de la succession. Ces rébellions internes ont testé sa résilience et sa capacité à maintenir l'ordre. Il est possible que ces expériences aient contribué à sa décision de préparer Ashoka, connu pour sa sagesse et son sens aigu de l'administration, à lui succéder. Ashoka, avec ses idéaux de non-violence et de justice, a hérité d'un empire stable et bien administré, prêt à entrer dans une nouvelle ère de prospérité et de paix. Conclusion, l'héritage durable d'un empereur silencieux. Le règne de Bindusara, bien que souvent éclipsé par les règnes légendaires de son père et de son fils, a été une période d'une immense importance dans l'histoire de l'Inde. Il fut un souverain qui consolida, agrandit et sécurisa le vaste empire Maurya, jetant les bases de l'épanouissement culturel et de l'unité politique qui allaient caractériser le règne d'Ashoka. Bien que l'histoire ne se souvienne peut-être pas de lui aussi clairement que de ses illustres parents, l'héritage de Bindusara perdure dans la trame même du passé de l'Inde. Il témoigne du fait que même dans l'ombre des légendes, la grandeur peut s'épanouir, façonnant en silence le destin des nations. L'Empire Maurya. Imaginez un royaume d'une richesse inimaginable, s'étendant sur tout le sous-continent indien. C'est dans ce monde qu'Ashoka est né, un prince promis à un grand destin. Son grand-père, Chandragupta Maurya, une légende à part entière, a fondé cet incroyable empire. Le père d'Ashoka, Bindusara, a continué d'étendre leur domination. Il a régné d'une main de fer. Mais le jeune Ashoka, lui, était différent. Dès son plus jeune âge, des murmures l'ont suivi. Les gens parlèrent de son intelligence, de son ambition. Plus que tout, ils parlèrent de sa soif du champ de bataille. L'histoire se souvient d'Ashoka pour ce qu'il est devenu. Mais bien avant les édits, avant le remords, il était un prince de guerre. Ashoka, le lionceau, avait hâte de faire ses preuves. Il avait soif de conquête. Il aspirait à graver sa propre légende dans les annales de la dynastie Maurya. C'était son droit de naissance. C'était son destin. Les détails sur la jeunesse d'Ashoka restent entourés de mystères. Nous avons des aperçus de l'homme qu'il était en train de devenir dans les histoires murmurées de génération en génération. On dit qu'il était un guerrier habile, un leader naturel. Son père l'a reconnu, reconnaissant le feu dans les yeux de son fils. Bindusara a envoyé Ashoka pour mater les troubles dans les provinces périphériques de l'Empire. Un test? Peut-être. Une chance de faire ses preuves? Sans aucun doute. Ashoka a relevé ses défis de front. Il a répondu à la rébellion par la force brute et rapide, écrasant ses ennemis sous son talon. Chaque victoire a consolidé sa réputation. Les histoires de sa cruauté, de ses prouesses militaires, se sont répandues comme une traînée de poudre. Dans les tavernes et sur les places de marché, on prononçait son nom avec un mélange de peur et de respect. Il était la tempête à l'horizon, amassant ses forces. Il était le lionceau, et il était en train de devenir adulte. Le trône Maurya, un prix convoité par beaucoup. À la mort de Bindusara, l'Empire a retenu son souffle. La ligne de succession était trouble. Ashoka, bien que général confirmé, n'était pas le fils aîné. Ce qui a suivi fut une période d'intrigue et de massacre. Les textes anciens font état de conspiration, de frères se retournant contre leurs frères. Certains disent qu'Ashoka, poussé par l'ambition, a pris le pouvoir par la violence et la traîtrise. D'autres affirment qu'il était l'héritier légitime, défendant son droit d'aînesse contre des frères jaloux. La vérité, perdue dans la nuit des temps, ne fait qu'ajouter à la légende. Une chose est certaine, Ashoka est sorti victorieux du chaos. Il est monté sur le trône, les mains tachées du sang de ses rivaux. Le lionceau était devenu un lion, mais à quel prix? Ashoka, devenu empereur,
tourna son regard vers l'extérieur. Le sous-continent indien était une mosaïque de royaumes, certains grands, d'autres petits. Beaucoup restaient indépendants, défiant le pouvoir Maurya. Ashoka allait changer cela. Il a lancé une série de campagnes brutales. L'un après l'autre, il a soumis ses rivaux. Il a mené ses armées avec une férocité sans pareille, écrasant quiconque osait s'opposer à lui. Son nom est devenu synonyme de terreur. La campagne de Kalinga, des années plus tard, allait définir son héritage. Mais c'est au cours de ses premières guerres qu'Ashoka s'est forgé une réputation. Il était le marteau de Pataliputra, l'unificateur, le porteur de guerre. Il a forgé un empire tel que l'Inde n'en avait jamais vu. La bannière Maurya flottait haut, symbole de la puissance d'Ashoka. Mais sous cette bannière se cachait une sombre vérité. Le chemin de l'empire était pavé des ossements de ses ennemis. Imaginez un royaume s'étendant des sommets enneigés de l'Himalaya au nord jusqu'au plateau du Deccan au sud. Du fleuve Indus à l'ouest jusqu'au golfe du Bengale à l'est, l'empire Maurya, sous Ashoka, atteignit son apogée. C'était une tapisserie cosmopolite de culture, de religion et de langue, toutes liées par la volonté d'un seul homme. Un vaste réseau de routes reliait l'empire, facilitant le commerce et la communication. Des édits royaux, gravés sur des piliers et des rochers, proclamaient les lois et les politiques d'Ashoka en plusieurs langues. C'était un empire bâti sur la conquête, certes. Mais Ashoka, toujours pragmatique, comprit la nécessité de la stabilité. Il a mis en place une bureaucratie complexe pour gouverner son vaste domaine. Il a patronné les arts et les sciences, inaugurant un âge d'or de prospérité. L'empire Maurya, sous le règne d'Ashoka, était un phare de puissance et de sophistication. C'était un témoignage de l'ambition d'un homme et de l'héritage qu'il cherchait à laisser derrière lui. Aujourd'hui encore, l'empire Maurya nous murmure ses secrets. Les archéologues mettent au jour des cités perdues, vestiges d'un passé glorieux. Des inscriptions sur des piliers et des rochers laissent entrevoir la complexité du règne d'Ashoka. Certains murmurent l'existence d'une société secrète, les Neuf Inconnus, chargés de sauvegarder un savoir ancien. On dit qu'Ashoka les consultait, cherchant conseil en matière de gouvernance et de guerre. D'autres parlent de la fascination d'Ashoka pour l'occulte, de sa quête de l'immortalité. Les légendes abondent sur des chambres cachées sous son palais, remplies de textes alchimiques et d'artefacts interdits. Ces histoires sont-elles vraies? Ou ne sont-elles que des embellissements, tissés dans la tapisserie de l'histoire par des esprits imaginatifs? La frontière entre le réel et la fiction s'estompe avec le temps. Mais c'est là tout l'attrait de l'histoire, n'est-ce pas? Percer les mystères, séparer la vérité de la légende. Avant Kalinga, avant le remords, Ashoka était un pragmatique impitoyable. Il comprenait les réalités brutales du pouvoir. Il savait que pour maintenir le contrôle, il fallait de la force, et parfois de la cruauté. Pourtant, même à cette époque, il y avait des signes avant-coureurs de l'homme qu'il allait devenir. Les édits de cette période, tout en mettant l'accent sur la loi et l'ordre, insistent également sur l'équité et la justice. Ashoka, semble-t-il, n'était pas dépourvu de compassion. Il a parrainé la construction de routes, d'hôpitaux et de maisons de repos dans tout son empire. Ces actions, bien que stratégiques pour consolider son pouvoir, suggèrent également un souci du bien-être de ses sujets. S'agissait-il d'une véritable empathie ou simplement d'une manœuvre calculée de la part d'un dirigeant avisé? C'était peut-être un mélange complexe des deux. L'Ashoka de cette période était un homme de contradiction, un dirigeant capable d'une grande cruauté et d'une compassion inattendue. Les premières années du règne d'Ashoka ont été une période d'expansion et de consolidation sans précédent. Il avait forgé un empire par le sang et le fer. Son nom était murmuré, avec un mélange de crainte et de terreur. Mais cette période de conquêtes incessantes était sur le point de connaître un tournant. Sur la côte orientale de l'Inde, le royaume indépendant de Kalinga restait défiant. C'est là, sur les champs ensanglantés de Kalinga, que le destin d'Ashoka allait basculer à jamais. Le conflit à venir, l'un des plus sanglants de l'histoire, allait bouleverser Ashoka au plus profond de lui-même. Il allait le forcer à faire face au coût humain de son ambition.
Il allait l'engager sur une voie qui allait redéfinir son héritage, le faisant passer du statut de conquérant à celui de légende. C'était la route de Kalinga. C'était le prélude à une transformation. C'était le calme avant la tempête. Et là, le sous-continent indien, une mosaïque de royaumes et de cultures, n'avait jamais connu la véritable unité, jusqu'à l'arrivée de Chandragupta Maurya, un visionnaire qui a forgé l'empire Maurya. Son petit-fils, Ashoka, hérita de ce vaste domaine. Jeune homme d'une ambition dévorante, Ashoka était déterminé à étendre l'emprise de l'empire. C'était un guerrier impitoyable, un stratège hors pair et un conquérant implacable. Ses campagnes étaient rapides et brutales, soumettant royaume après royaume à son joug de fer. Le nom d'Ashoka est devenu synonyme de puissance, semant la terreur dans le cœur de ses ennemis. Il était le Chandashoka, l'Ashoka de la terreur. L'ambition d'Ashoka brûlait d'un feu ardent, alimenté par le désir d'unifier toute l'Inde sous la bannière Maurya. Pourtant, un royaume osa lui résister. Kalinga, une terre fière et prospère sur la côte orientale. Kalinga, avec ses ports stratégiques et son esprit d'indépendance, constituait un défi à la vision d'une Inde unifiée d'Ashoka. Le décor était planté pour une confrontation qui allait ébranler les fondations mêmes de l'être d'Ashoka. Kalinga, une terre de vallées verdoyantes et de temples anciens, se dressait comme un symbole de défiance face à l'expansion de l'empire Maurya. Cette région, riche en histoire et en culture, était un joyau que beaucoup convoitaient. Bordée par le golfe du Bengale à l'est et les majestueux Ghats orientales à l'ouest, Kalinga était une terre à elle seule. Ses paysages variés et ses ressources naturelles abondantes en faisaient une région prospère et enviée. Son peuple, connu pour ses prouesses maritimes et sa farouche indépendance, avait longtemps résisté à l'assimilation. Les Kalingais étaient des navigateurs experts, maîtrisant les mers et établissant des routes commerciales lointaines. Ils chérissaient leur autonomie, leur culture unique et leur droit à l'autodétermination. Leurs festivals colorés et leurs artisans talentueux témoignaient d'une société vibrante et dynamique. Pour Ashoka, Kalinga ne représentait pas seulement une pièce manquante dans son grand puzzle d'une Inde unifiée, mais aussi une menace potentielle. La résistance de Kalinga était un obstacle à son rêve d'un empire homogène. La situation stratégique de Kalinga sur la côte orientale de l'Inde en faisait une porte d'entrée vers l'Asie du Sud-Est. Contrôler Kalinga signifiait avoir accès à des marchés lucratifs et à des alliances stratégiques. Ces ports animés contrôlaient des routes commerciales vitales, apportant une richesse et une prospérité immense au royaume. Les épices, la soie et d'autres marchandises précieuses transitaient par ces ports, enrichissant Kalinga. Ashoka, avec sa grande vision d'un empire panindien, reconnaissait l'importance de contrôler ces routes commerciales. Il savait que la domination de Kalinga renforcerait considérablement son empire. La richesse et la situation stratégique de Kalinga en faisaient un prix trop tentant pour y résister. Et l'ambition d'Ashoka, couplée à son désir d'une Inde unifiée et prospère, le mettait en route vers une collision avec le royaume rebelle. La conquête de Kalinga devenait une nécessité pour réaliser son rêve impérial. Le sort en était jeté et les tambours de guerre commencèrent à battre. Les préparatifs pour la bataille finale étaient en cours et l'issue de cette confrontation allait changer le cours de l'histoire. En l'an 261 avant notre ère, Ashoka déchaîna toute la puissance de l'armée Maurya sur les vastes plaines de Kalinga, un royaume prospère et fier. Des milliers et des milliers de soldats marchèrent vers le royaume, leurs armures scintillant sous le soleil de plomb, leurs pas résonnant comme un tonnerre lointain. Des éléphants de guerre, leurs formes massives drapées d'armures ornées, trompetèrent leurs cris de bataille, faisant trembler la terre même sous leurs pieds, ajoutant une dimension terrifiante à l'armée déjà redoutable. Les chars tonnaient à travers la plaine, leurs roues soulevant des nuages de poussière qui obscurcissaient le soleil, créant une atmosphère apocalyptique. Le peuple de Kalinga, bien que surpassé en nombre, refusa de céder. Leur détermination était aussi solide que les montagnes qui les entouraient.
ils firent face à l'assaut Maurya avec un courage inébranlable, défendant leur patrie avec chaque once de leur force, chaque coup porté étant une déclaration de leur volonté de survivre. La bataille de Kalinga fit rage pendant des jours, un maelstrom de sang et d'acier, où chaque instant était une lutte pour la survie. L'air était saturé de l'odeur nauséabonde de la mort, des cris des blessés et du choc assourdissant des armes, une symphonie macabre de destruction. La rivière Daya, autrefois symbole de vie et de prospérité, coulait rouge du sang d'innombrables âmes, un témoignage silencieux de la brutalité du conflit. Ashoka, depuis son poste de commandement, scrutait le carnage, son cœur insensible à la souffrance qui l'avait déchaîné, mais son esprit commençait à ressentir le poids de ses actions. La victoire, bien que coûteuse, appartenait à l'empereur Maurya. Ses troupes célébraient, mais la joie était teintée de tristesse. Kalinga, autrefois fier et rebelle, gisait en ruine, son esprit apparemment brisé, mais son histoire gravée à jamais dans les mémoires. Mais le coût réel de la conquête d'Ashoka n'avait pas encore été mesuré. Ce serait un tournant dans sa vie, un moment de réflexion profonde et de transformation. Alors que la poussière retombait sur le champ de bataille, un silence glacial s'abattit sur la terre. Le chaos et la fureur de la guerre avaient laissé place à une tranquillité sinistre. Disparus les cris de guerre, le choc de l'acier, le tonnerre des éléphants. Le vacarme assourdissant de la bataille s'était évanoui, ne laissant que le murmure du vent. À leur place, un calme étrange, rompu seulement par les gémissements des mourants et les lamentations de ceux qui avaient perdu des êtres chers. Les survivants erraient, leurs visages marqués par la douleur et la perte. Les séquelles de la guerre de Kalinga étaient d'une dévastation inimaginable. Les terres autrefois prospères étaient maintenant réduites à des ruines désolées. Les champs autrefois fertiles étaient maintenant jonchés de cadavres. L'air était lourd de l'odeur pestilentielle de la mort. Chaque souffle était un rappel de la tragédie qui s'était déroulée. La rivière Daya, autrefois source de vie, coulait rouge du sang d'innombrables guerriers tombés au combat. Ses eaux, autrefois claires, étaient maintenant teintées de la couleur de la guerre. Ashoka, le vainqueur, marchait au milieu du carnage, ses sens assaillis par le spectacle et l'odeur de la mort à une échelle sans précédent. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un écho de ses décisions. Les chroniques parlent de plus de 100 000 Kalinganais tués dans le conflit et d'innombrables autres blessés, leurs familles laissées en deuil au milieu des ruines. Les récits de cette tragédie se transmettraient de génération en génération. Ashoka, le puissant conquérant, fut confronté au coût réel de son ambition. La gloire qu'il avait cherchée semblait maintenant insignifiante face à l'ampleur de la destruction. La vue du champ de bataille, transformé en un vaste cimetière, le bouleversa au plus profond de lui-même. Chaque tombe improvisée était un témoignage silencieux de la futilité de la guerre. Une vague de remords le submergea, un sentiment accablant de culpabilité et de honte. Il se demandait comment il avait pu en arriver là, à quel prix il avait poursuivi ses ambitions. Le chant d'Ashoka, l'Ashoka de la terreur, commença à remettre en question son chemin, ses victoires lui semblant aussi amères que de la cendre dans sa bouche. Les triomphes d'autrefois n'étaient plus que des souvenirs ternis par le sang. Les graines du doute semées dans le sol ensanglanté de Kalinga commencèrent à germer dans son cœur. Ces doutes allaient bientôt transformer non seulement Ashoka, mais aussi l'histoire de tout un empire. Après la bataille de Kalinga, l'empereur Ashoka se trouva à la croisée des chemins. La dévastation et les pertes dont il avait été témoin le menèrent à une profonde transformation. Il embrassa le bouddhisme, recherchant la paix et la non-violence. Cela marqua un tournant significatif dans son règne, alors qu'il commença à promouvoir le dharma et le bien-être de tous ses sujets. Le nouveau chemin d'Ashoka a non seulement changé sa vie, mais a également laissé un héritage durable sur le sous-continent indien et au-delà. Son histoire nous rappelle que même dans les temps les plus sombres,
un nouveau chemin peut se dévoiler, menant à la croissance et à l'illumination. Après la bataille de Kalinga, Ashoka fut profondément touché par la souffrance et la dévastation dont il avait été témoin. Cette expérience profonde le conduisit à embrasser les enseignements du Bouddha. Il rechercha un chemin de non-violence, de compassion et de paix. La transformation d'Ashoka marqua un tournant significatif dans ses politiques et sa gouvernance, alors qu'il commença à promouvoir le Dharma, ou vie juste, dans tout son empire. Le règne de paix d'Ashoka est un chapitre remarquable de l'histoire. Il se concentra sur le bien-être de son peuple, construisant des hôpitaux, des écoles et des routes. Il envoya également des émissaires pour diffuser le message de paix et le bouddhisme dans des terres lointaines. L'engagement d'Ashoka envers la non-violence et ses efforts pour améliorer la vie de ses sujets lui valurent une place parmi les plus grands souverains de l'histoire. L'héritage d'Ashoka est gravé à la fois dans la pierre et dans l'esprit. Il fit ériger de nombreux piliers et édits à travers son empire, gravés de messages de conduite morale, de responsabilité sociale et de tolérance religieuse. Ces inscriptions témoignent de son attachement aux principes du Dharma. De plus, son soutien au bouddhisme aida la religion à s'épanouir et à se répandre bien au-delà du sous-continent indien. La pertinence d'Ashoka dans le monde moderne ne peut être surestimée. Ses idéaux de non-violence, de compassion et de gouvernance éthique continuent d'inspirer les dirigeants et les penseurs du monde entier. À une époque où le monde est confronté à de nombreux défis, le message de paix et d'humanité d'Ashoka offre un modèle intemporel pour créer une société juste et harmonieuse. L'Inde, une terre de culture vibrante et d'histoire ancienne. Des marchés animés, aux temples majestueux, chaque coin de cette terre raconte une histoire. De cette terre est né un roi, pas comme les autres. Son nom était Ashoka. Un nom qui résonne à travers les âges. Il régnait sur le vaste empire Maurya, un empire qui s'étendait sur une grande partie du sous-continent indien. Le règne d'Ashoka commença comme beaucoup d'autres, marqué par la conquête. C'était un guerrier féroce, déterminé à étendre son territoire. Il a étendu les frontières de son empire, menant ses troupes à travers des batailles sanglantes et des victoires éclatantes. Pourtant, le destin lui réservait un chemin différent. Un chemin qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi l'histoire de l'Inde. Le début du règne d'Ashoka fut caractérisé par l'ambition. Il cherchait à unifier le sous-continent indien sous son règne, rêvant d'un empire puissant et indivisible. Il cherchait à unifier le sous-continent indien sous son règne. Ses discours résonnaient avec la promesse d'un avenir glorieux. Ses armées marchèrent de victoire en victoire, chaque bataille renforçant sa réputation de roi invincible. Le jeune roi semblait invincible, assis sur son trône, entouré de ses fidèles guerriers. Mais la vraie mesure d'un dirigeant ne réside pas dans ses victoires, mais dans sa compassion. Ashoka commença à comprendre que la force brute n'était pas la seule voie. Ashoka était sur le point d'apprendre cette leçon de la manière la plus profonde. Après une bataille particulièrement dévastatrice, il fut confronté aux horreurs de la guerre. La transformation d'Ashoka, d'un conquérant impitoyable à un empereur bienveillant, est l'une des histoires les plus remarquables de l'histoire. Il trouva la paix intérieure à travers la méditation et la réflexion. C'est une histoire de rédemption. Ashoka commença à faire amende honorable, cherchant à réparer les torts qu'il avait causés. C'est un témoignage du pouvoir de la compassion. Il se tourna vers le bouddhisme, prêchant la non-violence et la bienveillance. C'est un héritage qui continue d'inspirer le monde. Aujourd'hui, les enseignements d'Ashoka résonnent encore, rappelant à tous le pouvoir de la transformation et de la paix. Le royaume de Kalinga, sur la côte est de l'Inde, a résisté au règne d'Ashoka. Ce royaume, bien que petit en taille, possédait une grande détermination et un esprit indomptable. Ce petit royaume allait devenir un tournant crucial dans la vie d'Ashoka, changeant à jamais le cours de son règne et de son existence. La guerre de Kalinga fut un conflit brutal et sanglant, marqué par des batailles féroces et des pertes humaines considérables. Les forces d'Ashoka en sont sorties victorieuses, mais cette victoire avait un goût amer. Mais le coût de la victoire fut immense,
tant en termes de vies humaines que de destruction matérielle. Le champ de bataille était jonché de corps de soldats tombés au combat, un spectacle de désolation et de mort. L'odeur de la mort emplissait l'air, une odeur âcre et insupportable qui semblait imprégner chaque recoin du champ de bataille. Les cris des blessés résonnèrent dans la nuit, des cris de douleur et de désespoir qui hantèrent les survivants. Les rivières étaient rouges de sang, un témoignage silencieux de la violence et de la brutalité de la guerre. La vue d'un tel carnage remplit Ashoka d'horreur et de dégoût, le laissant profondément troublé. Le coût humain de la guerre a bouleversé Ashoka au plus profond de lui-même, ébranlant ses convictions et ses ambitions. Il était submergé par le remords, se demandant comment il avait pu causer tant de souffrance et de destruction. Il a remis en question la nature même de ses conquêtes, se demandant si la violence et la guerre étaient vraiment la voie à suivre. Il réalisa que la vraie victoire ne résidait pas dans le bain de sang, mais dans la conquête de son propre cœur, dans la paix et la compassion. Les horreurs de Kalinga ont conduit Ashoka dans une quête de paix. La bataille de Kalinga fut l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire ancienne, laissant des milliers de morts et de blessés sur le champ de bataille. Ashoka, témoin de cette dévastation, fut profondément affecté par la souffrance humaine qu'il avait causée. Il chercha la consolation dans les enseignements du Bouddha, l'éveillé. Les paroles du Bouddha, prônant la paix intérieure et la compassion, résonnèrent en lui comme une lueur d'espoir dans un monde assombri par la violence. Le message de non-violence, de compassion et d'amour universel du Bouddha a trouvé un écho profond chez Ashoka. Il réalisa que la véritable force résidait dans la paix et non dans la guerre. Ashoka a embrassé le bouddhisme non pas comme une religion de rituels et de cérémonies, mais comme un mode de vie. Il commença à vivre selon les principes bouddhistes, cherchant à transformer non seulement lui-même, mais aussi son empire. Il a adopté les principes du Dharma, le chemin de la justice. Ashoka fit graver des édits sur des piliers de pierre à travers son empire, proclamant les valeurs de la justice, de la moralité et de la bienveillance. Il renonça à la violence. Ashoka fit le serment de ne plus jamais mener de guerre de conquête et de promouvoir la paix et l'harmonie. Il fit le vœu de diriger son empire avec justice et compassion. Ashoka mit en place des réformes pour améliorer la vie de ses sujets, en particulier les plus démunis. La conversion d'Ashoka ne fut pas seulement une transformation personnelle, mais un tournant dans l'histoire de l'Inde. Son règne devint un modèle de gouvernance éclairée et de tolérance religieuse. Elle marqua le début d'une nouvelle ère de paix et de prospérité. Sous son règne, l'Empire Maurya connut une période de stabilité et de croissance économique sans précédent. Elle jeta les bases d'un âge d'or. Les monuments et les inscriptions laissées par Ashoka témoignent encore aujourd'hui de son engagement envers la paix et la justice. L'engagement d'Ashoka envers le Dharma s'étendait au-delà de sa vie personnelle. Il voulait partager ses principes avec tout son empire. Il le fit à travers une série d'édits. Ces édits furent gravés sur des piliers et des rochers à travers tout le pays. Les édits d'Ashoka proclamaient son engagement envers la non-violence. Ils exhortaient son peuple à vivre en harmonie. Ils soulignaient l'importance de la tolérance et du respect de tous les êtres vivants. Ils promouvaient le bien-être social. Ils encourageaient l'éducation. Ces édits n'étaient pas de simples déclarations. Ils étaient le reflet de la volonté sincère d'Ashoka de créer une société juste et compatissante. Ils sont aujourd'hui le témoignage de sa vision. Section 5. La propagation du bouddhisme, les graines du Dharma. Le patronage d'Ashoka joua un rôle essentiel dans la propagation du bouddhisme. Il envoya des missionnaires dans des contrées lointaines, portant le message des enseignements du Bouddha. Il fit construire des monastères et des stupas, créant ainsi des centres d'apprentissage et de pratiques spirituelles. Le fils d'Ashoka, Mahinda, apporta le bouddhisme au Sri Lanka. De là, il se répandit en Asie du Sud-Est et dans d'autres parties du monde.
Le règne d'Ashoka marqua un tournant dans l'histoire du bouddhisme, le faisant passer d'une secte locale à une religion mondiale. Section 6. Mystère de l'âge d'or. Le règne d'Ashoka est entouré de mystères. Malgré l'abondance de ses édits, de nombreuses questions restent sans réponse. Les détails exacts de sa conversion, l'étendue de son empire et la véritable nature de sa relation avec le bouddhisme continuent d'intriguer les historiens. Certains chercheurs pensent qu'Ashoka était un pacifiste qui a complètement renoncé à la guerre après Kalinga. D'autres affirment qu'il a maintenu une armée puissante pour dissuader les agresseurs potentiels. Le débat continue à ce jour, ajoutant à la mystique du règne d'Ashoka. Section 7. L'héritage d'Ashoka, écho à travers le temps. Le règne d'Ashoka est un phare de paix et de compassion dans l'histoire de l'humanité. Son héritage continue d'inspirer les dirigeants, les penseurs et les gens ordinaires du monde entier. Son message de non-violence est plus que jamais d'actualité. L'Ashoka Chakra, une roue à 24 rayons, orne le drapeau national indien. Elle symbolise la roue du Dharma, en rotation constante, nous rappelant les principes de droiture et de justice. L'héritage d'Ashoka ne se limite pas aux livres d'histoire. Il vit dans le cœur de millions de personnes qui s'efforcent de créer un monde plus juste et plus compatissant. Section 8. Conclusion. La lumière durable d'Ashoka. Le règne d'Ashoka fut une période de transformation dans l'histoire de l'Inde. Il a laissé derrière lui un héritage de paix, de tolérance et de vie juste. Son histoire est un témoignage du pouvoir de la compassion à transformer même le cœur le plus endurci. L'histoire d'Ashoka nous rappelle que la vraie grandeur ne réside pas dans la puissance militaire ou les conquêtes territoriales, mais dans la recherche de la paix, de la justice et du bien-être de tous. Son héritage continue de briller avec éclat, nous guidant vers un monde plus compatissant et plus harmonieux. L'Empire Maurya. Un nom murmuré avec révérence, un souvenir de puissance. À sa tête régnait Ashoka, un nom synonyme de règne juste. Des vallées luxuriantes du Gange aux plaines arides de l'Afghanistan, sa parole faisait loi. La conversion d'Ashoka au bouddhisme après la sanglante guerre de Kalinga le transforma. Il renonça à la violence, embrassant la paix et le dharma. Des édits, gravés sur des piliers et des rochers à travers le pays, devinrent sa voix. Ces déclarations parlèrent de justice, de sollicitude envers ses sujets, du désir d'une société morale et juste. Le commerce était florissant, des routes furent construites et l'apprentissage fut encouragé. Le règne d'Ashoka était un phare, un apogée pour l'Empire Maurya et pour l'Inde elle-même. Mais même la lumière la plus vive projette des ombres. Que s'est-il passé ensuite, lorsque ce grand dirigeant a disparu? Comment un empire aussi vaste, aussi puissant, s'est-il effondré? Les réponses sont enveloppées de mystères, dans des murmures d'intrigues de cours et de batailles oubliées. Plongeons dans les mystères de l'Empire Maurya, après Ashoka, en soulevant les couches du temps pour découvrir les secrets de son déclin. Car c'est en comprenant sa chute que nous comprenons mieux sa grandeur. Chaque soleil doit se coucher. Ashoka, le grand unificateur, le roi philosophe, a finalement rendu son dernier souffle. Son règne, marqué par des réformes sociales et une expansion territoriale sans précédent, a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'Inde. Son départ laissa un vide de pouvoir en attente d'être comblé. Les couloirs autrefois animés de son palais résonnaient maintenant du silence de l'incertitude. Ses successeurs, enveloppés dans les brumes du temps, héritèrent d'un empire puissant. Un empire qui s'étendait des montagnes de l'Himalaya aux plaines fertiles du Gange et au-delà. Mais était-il à la hauteur de la tâche? Pouvaient-ils maintenir l'unité et la prospérité que leur ancêtre avait instaurée? L'histoire mentionne Dasharatha, le petit-fils d'Ashoka, montant sur le trône. Un jeune roi, encore inexpérimenté, face à un héritage colossal. Un dirigeant de paix, comme son grand-père, mais dépourvu de la volonté de faire de son prédécesseur. Il tenta de suivre les traces d'Ashoka, prônant la non-violence et la tolérance religieuse. D'autres noms émergent des fragments du passé. Samprati, un autre petit-fils d'Ashoka, connu pour sa dévotion au jaïnisme et ses efforts pour propager cette foi. Satyadhanvan, des dirigeants qui ont lutté pour tenir les rênes du vaste domaine d'Ashoka.
Chacun d'eux, à sa manière, tenta de préserver l'héritage de l'Empire. Étaient-ils faibles, ces hommes qui ont succédé à un géant? Ou étaient-ils simplement dépassés par l'ampleur de la tâche qui leur incombait? Ou les graines du mécontentement étaient-elles déjà semées, attendant de germer sur le terrain fertile du changement? Les tensions internes et les pressions externes commençaient à éroder les fondations de l'Empire. Les sources sont rares, nous laissant avec des aperçus alléchants, plutôt qu'une image complète. Les manuscrits anciens, souvent fragmentaires, ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ces dirigeants manquaient-ils de la vision, du charisme, pour maintenir l'unité? Ou étaient-ils simplement victimes des circonstances, incapables de contrôler les forces centrifuges qui menaçaient de déchirer l'Empire? Ou la nature même de l'Empire, vaste et diversifiée, rendait-elle sa fragmentation inévitable? La diversité culturelle et géographique de l'Empire Maurya était à la fois sa force et sa faiblesse. Ces questions persistent, sans réponse, alimentant notre fascination pour cette période charnière. Les historiens et les archéologues continuent de débattre et de chercher des indices. L'Empire Maurya après Ashoka est un puzzle avec des pièces manquantes. Chaque découverte, chaque fragment, ajoute une nouvelle dimension à notre compréhension. Il nous reste à passer au crible les fragments, à la recherche d'indices, de réponses. Les fouilles archéologiques et l'étude des textes anciens sont nos seules fenêtres sur ce passé lointain. Une chose est certaine, l'empire laissé par Ashoka était en pleine mutation, les vents de l'incertitude commençant à souffler. Les changements étaient inévitables et l'histoire de l'Inde allait prendre un nouveau tournant. Un empire bâti sur la conquête porte souvent en lui les germes de sa propre destruction. Les empires, par leur nature expansive, tendent à s'étendre au-delà de leur capacité de gestion, créant des tensions internes et des faiblesses structurelles. Ce fut le cas de l'Empire Maurya, l'un des plus grands et des plus puissants empires de l'Inde ancienne. Fondé par Chandragupta Maurya, il s'étendait sur une grande partie du sous-continent indien. Le règne d'Ashoka, bien que marqué par la paix et la piété après sa conversion au bouddhisme, ne fit que peu pour calmer les ambitions des gouverneurs régionaux ou les ressentiments latents des peuples conquis. Ashoka, connu pour ses édicts gravés sur des piliers de pierre, prônait la non-violence et la tolérance religieuse. Mais ces idéaux n'étaient pas toujours partagés par ses subordonnés. Avec la mort d'Ashoka, ces tensions contenues commencèrent à faire surface. Les gouverneurs régionaux, autrefois tenus en échec par la main ferme d'Ashoka, commencèrent à affirmer leur indépendance. Des généraux ambitieux, sentant la faiblesse au cœur de l'Empire, pourraient avoir affirmé leur indépendance. Ces généraux, ayant goûté au pouvoir et à l'autorité, n'étaient pas prêts à se soumettre à un nouveau souverain sans prouver leur propre force. Les provinces, autrefois unies par la main puissante d'Ashoka, ont-elles commencé à s'éloigner? Les divisions internes se sont accentuées, chaque région cherchant à protéger ses propres intérêts face à un centre affaibli. Les annales historiques sont cruellement silencieuses, nous laissant spéculer sur les murmures de rébellion et les machinations du pouvoir. Les documents de l'époque, bien que précieux, ne nous donnent qu'un aperçu fragmentaire des intrigues et des luttes de pouvoir qui ont suivi la mort d'Ashoka. La question de la succession s'ajouta à la tourmente. Sans un héritier clair et incontesté, l'Empire fut plongé dans une période de confusion et de rivalité. Ashoka avait de nombreux fils, et l'histoire fait allusion à des conflits pour savoir qui hériterait du trône. Ces conflits internes affaiblirent encore davantage l'autorité centrale, chaque prétendant cherchant à rallier des soutiens à sa cause. Ces rivalités ont-elles affaibli l'autorité centrale, permettant aux forces centrifuges de démanteler l'Empire? Les luttes intestines et les ambitions personnelles ont sans doute joué un rôle crucial dans la désintégration progressive de l'Empire. L'absence d'héritier clair et incontestable a pu créer un vide de pouvoir, suscitant des contestations de l'intérieur et de l'extérieur des frontières de l'Empire. Les voisins de l'Empire, voyant une opportunité, ont peut-être cherché à exploiter cette faiblesse pour étendre leur propre influence. La dynamique interne de l'Empire Maurya, au lendemain de la mort d'Ashoka, reste entourée de mystères. Les intrigues de cour, les alliances secrètes et les trahisons ont sans doute façonné cette période tumultueuse. Mais une chose est claire, les graines de la discorde, semées dans les terres vastes et diversifiées de l'Empire, ont commencé à prendre racine. Les tensions ethniques, les différences culturelles et les ambitions personnelles ont toutes contribué à l'érosion de l'unité impériale. Les fissures dans les fondations, autrefois maintenues ensemble par la puissance d'Ashoka, commençaient à apparaître. Ces fissures, symboles de la fragilité de tout empire,
rappelle que même les plus grandes puissances peuvent s'effondrer sous le poids de leurs propres contradictions. Maintenir un vaste empire était une affaire coûteuse. Les ressources nécessaires pour soutenir une telle étendue de territoire étaient immenses. Les politiques bienveillantes d'Ashoka, bien que nobles dans leur intention, nécessitaient un flux constant de revenus. Ashoka avait mis en place des réformes sociales et religieuses qui, bien qu'admirables, demandèrent des fonds considérables. Il avait financé de nombreux projets de travaux publics, soutenu une bureaucratie importante. Des routes, des hôpitaux, des monastères et des écoles ont été construits pour le bien-être de ses sujets, et entretenu une armée formidable. Cette armée, bien que nécessaire pour la défense de l'Empire, représentait une dépense énorme. Mais ce moteur économique, alimenté par les conquêtes et les tribus, pouvait-il être maintenu en temps de paix? La transition de la guerre à la paix a posé des défis uniques. Avec la disparition d'Ashoka, les coffres de l'Empire ont pu se vider, les revenus provenant des conquêtes ont diminué, et les dépenses ont continué à augmenter. L'expansion constante qui avait apporté un flot de richesses s'est arrêtée. Les routes commerciales, autrefois animées, sont devenues plus calmes, et les marchés ont vu une baisse de l'activité. Les successeurs d'Ashoka ont-ils eu du mal à maintenir la vaste infrastructure et la machine administrative qu'Ashoka avait créée? La gestion d'un empire aussi vaste sans les mêmes ressources a été un défi monumental. Ont-ils été contraints d'augmenter les impôts, s'aliénant ainsi davantage une population déjà réticente? Les augmentations d'impôts ont souvent conduit à des révoltes et à un mécontentement généralisé. Les défis économiques auxquels étaient confrontés les derniers dirigeants mauryiens étaient importants. La gestion des finances de l'Empire est devenue de plus en plus complexe. L'entretien de l'armée, élément vital de tout empire, aurait constitué une ponction constante sur les ressources. Les coûts de formation, d'équipement et de maintien de l'armée étaient exorbitants. L'administration tentaculaire, essentielle à la gouvernance d'un territoire aussi vaste, aurait également nécessité un financement important. Les salaires des fonctionnaires, les coûts de gestion et les infrastructures administratives ont pesé lourdement sur le trésor. Les derniers dirigeants mauryiens se sont-ils retrouvés pris dans un cercle vicieux, contraints de choisir entre apaiser la population et maintenir les défenses de l'Empire? Les décisions difficiles ont souvent conduit à des compromis qui ont affaibli l'Empire. Les réalités économiques de l'époque ont pu jouer un rôle crucial dans le déclin de l'Empire Maurya. Les pressions financières ont exacerbé les tensions internes et affaibli la cohésion de l'Empire. Un trésor qui se rétrécit, associé à l'augmentation des coûts de la gouvernance et de la défense, aurait exercé une pression immense sur les successeurs d'Ashoka. Les ressources limitées ont rendu difficile le maintien de l'ordre et de la prospérité. L'Empire, autrefois florissant grâce au butin des conquêtes, s'est peut-être retrouvé au bord de l'instabilité financière. Les frontières de l'Empire ont commencé à rétrécir et les signes de déclin sont devenus de plus en plus évidents. L'histoire de l'Empire Maurya commence avec un jeune visionnaire, nommé Chandragupta. Dans une époque de troubles et de divisions, il osa rêver d'une Inde unie. Avec une détermination inébranlable, il défia les pouvoirs en place. Les prouesses militaires de Chandragupta étaient inégalées. Victoire après victoire, il consolida sa position de force redoutable. Il renversa la dynastie Nanda, repoussant les frontières de son empire naissant. L'ambition de Chandragupta n'était pas seulement la conquête. Il envisageait un empire prospère et bien gouverné. Son conseiller de confiance, Chanakya, rédigea l'Arthashastra. Ce texte ancien, chef-d'œuvre de la pensée politique, devint le fondement de l'administration Maurya. Sous le règne de Chandragupta, une nouvelle ère s'ouvrit. L'empire s'étendait des rives de l'Indus jusqu'au golfe du Bengale. Pataliputra, la capitale, vibrait de vie. L'empire prospéra, phare de prospérité dans un monde tumultueux. Ashoka, le petit-fils de Chandragupta, hérita d'un empire puissant. Son règne débuta à l'image de celui de son grand-père, marqué par des campagnes militaires et l'expansion. La guerre de Kalinga, cependant, marqua un tournant. La victoire eut un coup terrible, laissant derrière elle une traînée de mort et de destruction, qui troubla profondément Ashoka. Hanté par les horreurs de la guerre, Ashoka connut une profonde transformation. Il renonça à la violence et embrassa les enseignements du bouddhisme. Son cœur, autrefois avide de conquête, aspirait désormais à la paix et au bien-être de tous les êtres. La conversion d'Ashoka ne fut pas une affaire privée. Il devint un ardent défenseur de ses nouvelles convictions. Il remplaça le langage de la guerre par celui du dharma.
l'empire d'Ashoka ne reposait plus uniquement sur la puissance militaire, mais sur un fondement de compassion et de gouvernance éthique. Il fit graver une série d'édits sur des piliers et des rochers à travers l'empire. L'ère Maurya connut un essor de l'art et de l'architecture, témoignage de la prospérité de l'empire et de la vision de ses dirigeants. Ashoka, en particulier, laissa une marque indélébile sur le paysage, son règne étant marqué par la construction de monuments magnifiques qui servaient à la fois d'expression de foi et de symbole de son engagement envers le Dharma. Dominant le paysage, les piliers d'Ashoka sont des symboles durables de son règne. Façonnés en grès poli, ils sont couronnés de chapiteaux complexes, représentant souvent des animaux à la symbolique forte. Ces piliers, stratégiquement placés le long d'anciennes routes commerciales, étaient bien plus que de simples éléments décoratifs. Ils étaient de graver des édits d'Ashoka, portant son message de Dharma aux quatre coins de l'empire. Les piliers, cependant, ne sont qu'une facette de l'héritage architectural Maurya. Le patronage d'Ashoka conduisit également à la construction de nombreux stupas, structures en forme de dôme abritant des reliques du Bouddha. Ces stupas, dont le magnifique grand stupa de Sanchi, devinrent d'importants lieux de pèlerinage, attirant des fidèles de tout l'empire et au-delà. Le règne d'Ashoka, bien que marqué par la paix et la prospérité, ne fut pas sans défi. Son adhésion à la non-violence, bien que saluée par beaucoup, suscita également des inquiétudes quant à la sécurité de l'empire. Maintenir un vaste empire bâti sur la force militaire tout en adhérant à une philosophie de non-violence présentait un ensemble unique de défis. L'armée de l'Empire, autrefois un symbole de la puissance Maurya, connut une période d'incertitude. Avec la renonciation d'Ashoka à la conquête, le rôle de l'armée passa de l'expansion à la défense. Maintenir le moral et la préparation, tout en adhérant au principe de la non-violence, devint un exercice d'équilibre délicat. L'accent mis par Ashoka sur le Dharma, bien qu'il visât à promouvoir l'unité et la gouvernance éthique, ne fut pas sans critique. Certains considérèrent sa politique comme trop idéaliste, risquant de saper l'autorité de l'empire. Trouver un équilibre entre les idéaux du Dharma et les réalités de la gouvernance d'un empire vaste et diversifié s'avéra être un défi constant. Maintenir la paix et l'ordre au sein d'un empire aussi vaste exigeait également une administration forte et efficace. Veiller à ce que ses fonctionnaires, répartis dans tout l'empire, adhèrent à ces principes du Dharma constitua un défi de taille. L'héritage de l'empire Maurya s'étend au-delà de ses réalisations matérielles. Il laissa une marque indélébile sur le paysage intellectuel et spirituel de l'Inde, façonnant la pensée philosophique, les pratiques religieuses et les expressions culturelles pour les siècles à venir. L'Arthashastra, bien que compilé sous le règne de Chandragupta, continua d'influencer la pensée politique tout au long de la période Maurya et au-delà. Son approche pragmatique de la gouvernance, mettant l'accent sur l'art de gouverner, la diplomatie et la politique économique, fournit un cadre aux dirigeants cherchant à maintenir l'ordre et la prospérité au sein de leur royaume. L'adoption du bouddhisme par Ashoka eut un impact profond sur le développement de la foi en Inde. Son mécénat conduisit à un fleurissement de l'art, de la littérature et de la philosophie bouddhiste. Les édits, gravés sur des piliers et des rochers, constituent des sources importantes pour comprendre la pensée et la pratique bouddhistes anciennes. La période Maurya connut également des progrès dans divers domaines du savoir, notamment l'astronomie, les mathématiques et la médecine. Le caractère cosmopolite de l'Empire, favorisé par le commerce et les échanges culturels, créa un terrain fertile pour la recherche intellectuelle et l'innovation. Des érudits et des penseurs de différentes parties de l'Empire convergèrent vers Pataliputra, partageant leurs idées et contribuant au dynamisme intellectuel de l'Empire. L'Empire Maurya, malgré sa grandeur et son influence, connut un déclin relativement rapide après la mort d'Ashoka. Les raisons de ce déclin sont complexes et multiformes, enveloppées dans les brumes du temps. Les historiens continuent de débattre des facteurs contributifs, rassemblant des fragments de preuves pour percer le mystère de la chute de l'Empire. Une théorie avance que les successeurs d'Ashoka n'avaient ni son charisme ni son sens politique. Maintenir un empire aussi vaste, bâti sur un équilibre fragile entre forces militaires et gouvernance éthique, exigeait un leadership exceptionnel. Sans la main guidante d'Ashoka, l'empire aurait pu succomber aux conflits internes et aux pressions externes. La taille même de l'empire, autrefois symbole de sa puissance, pourrait également avoir contribué à sa chute. Administrer un territoire aussi vaste et diversifié représentait un défi de taille. Maintenir la communication, appliquer les lois
et réprimer les rébellions dans des provinces lointaines auraient mis à rude épreuve les ressources et les capacités administratives de l'Empire. Des facteurs économiques ont pu également jouer un rôle. Le mécénat du bouddhisme par Ashoka, bien que louable, nécessitait d'importantes ressources financières. L'Empire Maurya, bien que de courte durée à l'échelle de la grande histoire de l'Inde, laissa une marque indélébile sur le sous-continent et au-delà. Son héritage est gravé non seulement dans la pierre et les scriptures, mais aussi dans le tissu même de la société indienne, façonnant sa pensée politique, ses croyances religieuses et ses expressions culturelles. La vision d'une Inde unie de Chandragupta, bien que réalisée plus tard par des moyens différents, jeta les bases des empires futurs. L'accent mis sur une autorité centrale forte et une administration efficace créa un précédent pour les dirigeants ultérieurs, cherchant à établir l'ordre et la stabilité. Le règne d'Ashoka, cependant, brille comme un phare de paix et de droiture. Son adoption du bouddhisme et ses efforts inlassables pour promouvoir ses enseignements transformèrent le paysage religieux de l'Inde et au-delà. Ces édits, gravés sur des piliers et des rochers, continuent d'inspirer par leur message de compassion, de tolérance et de gouvernance éthique. Les contributions de l'Empire Maurya à l'art, à l'architecture et à la pensée intellectuelle ont immensément enrichi la culture indienne. L'Inde, terre de cultures vibrantes et d'histoires anciennes, a vu naître un empire puissant il y a plus de 2000 ans. L'Empire Maurya a émergé des plaines fertiles du Gange, destiné à unir un vaste sous-continent sous sa bannière. Imaginez une terre regorgeant de royaumes divers, chacun rivalisant de puissance et de domination. De cette mosaïque chaotique, un jeune visionnaire du nom de Chandragupta Maurya allait s'élever, guidé par son mentor, Chanakya. L'histoire de l'Empire Maurya ne se résume pas à des conquêtes militaires. C'est la naissance d'une ère nouvelle dans l'histoire de l'Inde. Une ère de gouvernance centralisée, de prospérité économique et d'échanges culturels. Chandragupta Maurya, un nom synonyme d'ambition et de génie stratégique, est considéré comme le fondateur de l'illustre Empire Maurya. Né dans des circonstances incertaines, certains récits suggèrent qu'il aurait été d'origine modeste. Son ascension au pouvoir est une histoire de courage, de ruse et de poursuite acharnée d'une vision. Guidé par Chanakya, maître stratège et auteur de l'Arthashastra, Chandragupta s'est lancé dans une campagne pour renverser la dynastie Nanda. Chanakya a nourri la pensée stratégique de Chandragupta, lui inculquant les principes de la guerre, de la diplomatie et de l'administration. Leur partenariat, synergie d'ambition et de sagesse, s'est avéré être le fondement du succès de l'Empire Maurya. Le charisme et les prouesses militaires de Chandragupta ont rapidement attiré des partisans fidèles. Il a rallié des factions mécontentes, forgeant des alliances et exploitant stratégiquement les faiblesses des Nanda. L'année 322 avant notre ère a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'Inde, un moment où les fondations d'un empire puissant ont été posées. Chandragupta Maurya, après des années de campagnes incessantes et de batailles acharnées, a finalement vaincu les redoutables Nandas, faisant de l'Empire Maurya la puissance dominante de l'époque. Cette victoire n'a pas été seulement un triomphe militaire. Ce fut l'aube d'une nouvelle ère d'unité et de gouvernance centralisée, marquant le début d'une période de prospérité et de stabilité. Chandragupta, désormais dirigeant chevronné et visionnaire, s'est attaché à consolider son vaste empire en mettant en place des réformes administratives et politiques. Guidé par la sagesse et les conseils avisés de Chanakya, son mentor et conseiller, il a mis en place une bureaucratie centralisée, divisant son empire en provinces, chacune dirigée par un gouverneur compétent. Un système de taxation sophistiqué et bien structuré assurait un flux constant de revenus pour financer les projets d'infrastructures ambitieux et maintenir une armée puissante et bien équipée. Chandragupta a mis sur pied une armée permanente formidable, composée d'infanterie, de cavalerie et d'éléphants de guerre, garantissant ainsi la sécurité et la stabilité de son empire. Sous son règne, le commerce a prospéré, facilité par un réseau de routes bien entretenu et stratégiquement planifié, reliant les grandes villes et les centres commerciaux. Cette infrastructure avancée a favorisé les échanges culturels et la communication à travers le vaste empire, permettant une intégration harmonieuse des diverses communautés et cultures. Ashoka, le petit-fils de Chandragupta Maurya, a hérité d'un empire vaste et puissant. Au début, il a suivi les traces de son grand-père, étendant les frontières de l'empire par des campagnes militaires. Cependant,
le destin réservait un autre chemin à Ashoka, le transformant de conquérant impitoyable en dirigeant compatissant. Le moment charnière de la vie d'Ashoka est survenu avec la conquête sanglante de Kalinga. Les horreurs de la guerre l'ont rempli d'un profond remords et d'un changement de cœur profond. Ashoka a renoncé à la violence, embrassant le bouddhisme comme philosophie directrice. Il a consacré le reste de son règne à propager les principes de paix, de non-violence et de vie vertueuse. Le Dharma d'Ashoka, pilier de la paix et de la gouvernance. Le Dharma d'Ashoka, enraciné dans les principes bouddhistes, est devenu le principe directeur de son règne et la pierre angulaire de l'héritage de l'Empire Maurya. C'était un code de conduite, mettant l'accent sur la compassion, la non-violence, la tolérance et la droiture. Ashoka croyait que la vraie conquête résidait dans la conquête des cœurs et des esprits par la droiture et la compassion. Pour diffuser son message, Ashoka a commandé l'érection de magnifiques piliers et édits gravés dans la roche à travers son empire. Ces piliers, portant l'inscription de ses édits, ont servi de témoignage durable de son engagement envers le Dharma. Ces édits encourageaient le respect de tous les êtres vivants, promouvaient la tolérance religieuse et exhortaient les fonctionnaires à gouverner avec justice et compassion. L'âge d'or des Mauryas, culture et commerce. Sous le règne bienveillant d'Ashoka, l'Empire Maurya a connu un âge d'or de paix, de prospérité et d'épanouissement culturel. Ashoka, souvent considéré comme l'un des plus grands dirigeants de l'histoire indienne, a joué un rôle crucial dans la diffusion de valeurs humanistes et éthiques. Le spectre de la guerre s'éloignant, le commerce a prospéré, les villes se sont développées et l'art et l'architecture ont atteint de nouveaux sommets. Les marchés étaient animés, remplis de marchandises exotiques et de produits locaux, créant une économie florissante. L'Empire, relié par un vaste réseau de routes et de voies navigables, est devenu un creuset de culture. Ces routes facilitaient non seulement le commerce, mais aussi l'échange d'idées et de connaissances entre différentes régions. Pataliputra, la capitale, s'est transformée en une métropole magnifique, attirant érudits, artistes et marchands. La ville était un centre de savoir et de culture, où les idées et les innovations fleurissaient. Le soutien d'Ashoka au bouddhisme a conduit à l'épanouissement de l'art et de l'architecture bouddhiste. Les stupas et les piliers d'Ashoka sont devenus des symboles durables de cette période de renouveau spirituel. La période Maurya a également été marquée par des avancées significatives dans divers domaines du savoir, notamment l'astronomie, les mathématiques et la médecine. Les érudits de cette époque ont produit des œuvres qui ont influencé les générations futures. Cette ère de paix et de prospérité a laissé une marque indélébile sur l'art, l'architecture et la pensée intellectuelle indienne. Les contributions de l'Empire Maurya continuent d'inspirer et de fasciner les historiens et les amateurs de culture à travers le monde. La chute des géants, troubles internes et fin de l'Empire. L'Empire Maurya, autrefois un phare d'unité et de prospérité, a commencé à décliner après la mort d'Ashoka, en 232 avant notre ère. Ashoka, connu pour sa conversion au bouddhisme et ses efforts pour propager la paix, avait laissé un vide immense. Des conflits internes et des pressions externes ont progressivement sapé les fondements de l'Empire. Les luttes de pouvoir entre les nobles et les querelles dynastiques ont affaibli la structure centrale. Les successeurs d'Ashoka n'avaient ni sa vision ni son sens aigu de l'administration. Ils étaient souvent plus préoccupés par leurs propres intérêts que par le bien-être de l'Empire. Les gouverneurs régionaux, sentant la faiblesse du pouvoir central, ont affirmé leur autonomie, conduisant à la fragmentation et à des conflits internes. Chaque région cherchait à établir son propre pouvoir, aggravant la situation. L'armée mauryane, affaiblie par des luttes intestines constantes, ne pouvait plus défendre efficacement les frontières de l'Empire. Les soldats, démoralisés et mal équipés, étaient incapables de repousser les envahisseurs. Pour aggraver les malheurs de l'Empire, les pressions extérieures se sont accrues. Les ennemis de l'Empire, voyant son affaiblissement, ont intensifié leurs attaques. Les royaumes indo-grecs ont lancé des incursions sur les frontières nord-ouest de l'Empire qui ont culminé par l'assassinat du dernier dirigeant, Maurya, Brihadrata, en 185 avant notre ère. Cet événement marqua la fin officielle de l'Empire Maurya, autrefois puissant et unifié. L'héritage des Mauryas, des marques inoubliables sur l'histoire. Bien que l'Empire Maurya ait finalement succombé au temps,
Son héritage continue d'inspirer et de résonner aujourd'hui. Les Mauryas ont laissé une empreinte indélébile sur le sous-continent indien, façonnant son paysage politique, social et culturel. Leur contribution à l'art de gouverner, à l'art, à l'architecture et à la philosophie continue d'être étudiée et admirée. Le concept d'une Inde unie, réalisé sous la bannière mauryane, a servi d'inspiration puissante aux dirigeants futurs. Les édits d'Ashoka, prônant la paix, la non-violence et une gouvernance juste, continuent de résonner dans le monde moderne. L'étude de l'Empire Maurya offre de précieuses leçons pour le présent et un phare d'espoir pour un avenir fondé sur la paix, la tolérance et le respect mutuel. Des plaines fertiles du Gange aux paysages arides de l'Afghanistan, un nouveau pouvoir s'est levé dans l'Inde ancienne. L'Empire Maurya, sous l'ambitieux Chandragupta Maurya, a brisé l'ancien ordre et forgé une nouvelle ère. Imaginez le fracas des chars, le choc des épées et les murmures de rébellion se transformant en le rugissement d'un empire unifié. Chandragupta, un dirigeant visionnaire, a mis fin à des siècles de royaumes fragmentés, unissant une grande partie du sous-continent indien sous sa bannière. Ce n'était pas une mince affaire. Il a affronté des ennemis redoutables, y compris les vestiges de la puissante armée d'Alexandre le Grand. Mais Chandragupta n'était pas seulement un conquérant. C'était un fin stratège et un bâtisseur. Il comprit que le vrai pouvoir ne résidait pas seulement dans la puissance militaire, mais dans une administration efficace et la loyauté du peuple. Il établit un gouvernement centralisé, un concept nouveau à l'époque, avec des provinces dirigées par des fonctionnaires nommés. Cela assurait la stabilité et le contrôle de son vaste domaine. L'ascension de l'Empire Maurya fut fulgurante, son ombre s'étendant sur le pays, changeant à jamais le cours de l'histoire indienne. Pour saisir vraiment la grandeur de l'Empire Maurya, il faut le comparer à ses contemporains. À l'est, la dynastie Qin sous Qin Shi Huang avait également unifié la Chine, mettant fin à des siècles d'États en guerre. Comme Chandragupta, Qin Shi Huang était un pragmatique impitoyable, centralisant le pouvoir et appliquant des politiques légalistes. Les deux empires partageaient une vision d'unité et d'ordre, mais leurs méthodes différaient considérablement. Alors que les Qin s'appuyaient sur des lois strictes et des punitions sévères, les Mauryas adoptaient une approche plus décentralisée, intégrant les coutumes et traditions locales dans leur administration. À l'ouest, les successeurs d'Alexandre le Grand, les Séleucides et les Ptolémées, ont taillé leurs propres empires à partir des restes de ces conquêtes. Les Séleucides, régnant sur la Perse et certaines parties du Moyen-Orient, ont été constamment confrontés à des rébellions internes et à des menaces extérieures. Leur empire vaste et diversifié luttait pour maintenir sa cohésion. En Égypte, les Ptolémées, bien que puissants, étaient plus soucieux de consolider leur domination sur une population riche mais potentiellement rebelle. Contrairement aux Mauryas, ils s'appuyaient fortement sur les colons et mercenaires grecs, créant une fracture culturelle et sociale au sein de leur propre royaume. Les ambitions de Chandragupta ne connaissaient aucune limite. Il mena l'armée Maurya de victoire en victoire, étendant son empire vers le sud, conquérant les royaumes du centre et du sud de l'Inde. Ses campagnes militaires étaient légendaires, ses éléphants de guerre semant la terreur dans le cœur de ses ennemis. Il défia même la puissance de Séleucos Ier Nicator, l'un des généraux les plus compétents d'Alexandre. Le traité avec Séleucos, cependant, marqua un tournant. Il sécurisa les frontières nord-ouest de l'Empire et ouvrit des voies au commerce et à la diplomatie. Le fils de Chandragupta, Bindusara, a poursuivi l'héritage de son père, consolidant les possessions de l'Empire et étendant son influence. Mais c'est Ashoka, le petit-fils de Chandragupta, qui allait devenir le plus célèbre des empereurs Mauryas. Maintenir l'ordre dans un empire aussi vaste et diversifié était une tâche monumentale. Les Mauryas, cependant, ont relevé le défi. Ils établirent un système administratif sophistiqué, avec un réseau de fonctionnaires chargés de collecter les impôts, de maintenir l'ordre public et de superviser les travaux publics.
Cela garantissait que l'autorité de l'empereur s'étendait de l'Himalaya au plateau du Décan. Les Mauryas comprenaient l'importance de la communication. Ils ont développé un système routier sophistiqué, reliant les confins de l'Empire à la capitale, Pataliputra. Ces routes facilitaient le commerce, permettaient le déplacement rapide des troupes et permettaient aux fonctionnaires de communiquer efficacement avec le gouvernement central. Comparez cela aux défis rencontrés par les Séleucides, dont le vaste empire était souvent en proie à des révoltes qu'il tardait à réprimer en raison de limitations de communication. Chapitre 5. Au-delà du champ de bataille, le pouvoir doux des Mauryas. Le règne d'Ashoka marqua un tournant dans l'histoire des Mauryas. La conquête sanglante de Kalinga, bien qu'une victoire militaire, le remplit de remords. Il renonça à la violence et embrassa le bouddhisme, inaugurant une ère de paix et de prospérité. Il devint un champion de la non-violence, promouvant le dharma, un code de conduite morale. Ses édits, inscrits sur des piliers et des rochers à travers l'Empire, prêchaient la tolérance, la compassion et la poursuite d'une vie juste. C'était un contraste frappant avec la dynastie Qin, où le légalisme restait le principe directeur. Le règne de Qin Shi Huang, bien que marqué par des réalisations, fut aussi celui de la répression. Il brûla des livres, enterra des érudits vivants et imposa un contrôle strict sur la pensée et l'expression. Les Mauryas, sous Ashoka, ont choisi une voie différente, celle de la paix et de l'illumination. Chapitre 6. Murmure du passé, mystère de l'ère Maurya. Malgré sa grandeur, l'empire Maurya reste nimbé de mystères. Qu'est-ce qui a conduit à son déclin soudain après la mort d'Ashoka? Certains historiens évoquent des successeurs faibles, d'autres des facteurs économiques et des conflits internes. La cause exacte reste un sujet de débat, un casse-tête qui attend d'être résolu. Puis, il y a l'énigme des 9 inconnus, une société secrète qui aurait été fondée par Ashoka lui-même. La légende veut que ces hommes possédaient un vaste savoir, gardant des secrets qui pourraient détruire le monde. Était-il réel ou simplement le fruit du mythe et de l'imagination? La réponse, comme tant d'autres choses concernant l'Empire Maurya, est perdue dans la nuit des temps. Chapitre 7. Héritage durable. Empreinte sur les sables du temps. Malgré sa durée relativement courte, l'Empire Maurya a laissé une marque indélébile sur l'Inde et au-delà. Le patronage du bouddhisme par Ashoka a contribué à en faire une religion mondiale majeure, répandant son message de paix et de compassion à travers l'Asie. Le système administratif Maurya, avec son accent sur le contrôle centralisé et une gouvernance efficace, est devenu un modèle pour les empires indiens ultérieurs. Leur héritage s'étend au-delà du domaine de la politique et de la religion. Les Mauryas étaient des mécènes de l'art et de l'architecture. Les vestiges de leurs palais, stupas et piliers, bien qu'érodés par le temps, inspirent encore admiration et émerveillement. Leurs contributions à la culture et à la civilisation indienne sont indéniables. Ils témoignent de la grandeur de l'Empire et de son impact durable sur le cours de l'histoire. Chapitre 8. Conclusion. L'écho Maurya dans les couloirs de l'histoire. L'Empire Maurya, un phare d'unité et d'illumination dans le monde antique, contraste fortement avec ses contemporains. Alors que l'héritage de la dynastie Qin repose sur le pouvoir centralisé et le légalisme strict, et que les Séleucides et les Ptolémées étaient aux prises avec les défis de la domination de populations diverses, les Mauryas ont tracé leur propre voie. Ils ont forgé un empire par la puissance militaire, mais c'est leur insistance sur le dharma, leur administration efficace et leur mécénat des arts et de la culture qui les ont vraiment distingués. Les échos de leur règne se font encore sentir aujourd'hui, non seulement dans les ruines qu'ils ont laissées derrière eux, mais dans le tissu même de la société indienne. Des cendres de l'Inde antique naquit un empire pas comme les autres. L'empire Maurya, une entité colossale qui s'étendait sur tout le sous-continent, était bien plus qu'une simple puissance politique.
Fondé par Chandragupta Maurya, cet empire voyait ses frontières s'étendre bien au-delà de l'Inde moderne. De la mer d'Arabie au golfe du Bengale, la bannière Maurya flottait haut, symbole de puissance et de prospérité. La cour Maurya, lieu de grandeur et d'intrigue, accueillait des ambassadeurs venus de contrées lointaines. Rois et empereurs cherchaient à s'allier à cette puissance montante, désireux de puiser dans sa richesse et sa sagesse. Voici l'histoire des triomphes diplomatiques de l'Empire Maurya, un récit tissé d'alliances, d'échanges culturels et des échos d'amitiés anciennes. Les échos des conquêtes d'Alexandre le Grand résonnaient encore à travers le pays, marquant profondément les terres qu'il avait traversées. Lorsque l'Empire Maurya entama son ascension, unifiant les royaumes disparates de l'Inde sous une seule bannière puissante. Le monde hellénistique, une tapisserie vibrante de culture grecque s'étendant de l'Égypte aux confins de l'Inde, était une force sur laquelle il fallait compter. Les influences grecques se faisaient sentir dans l'art, l'architecture et même la pensée philosophique. Chandragupta Maurya, le fondateur avisé de l'Empire, a reconnu l'importance de sécuriser ses frontières occidentales. Il comprit que pour maintenir la stabilité et la prospérité de son empire, il devait établir des relations solides avec ses voisins puissants. Ainsi commença une période d'échanges diplomatiques qui allait laisser une marque indélébile sur les deux civilisations. Les traités et les alliances forgées durant cette période allaient influencer les générations futures. Le traité avec Séleucos Puranicator, l'un des généraux d'Alexandre, fut un coup de maître. Ce traité non seulement sécurisa la frontière nord-ouest de l'Empire Maurya, mais il permit également un échange de connaissances et de culture. Il sécurisa la frontière nord-ouest de l'Empire Maurya et ouvrit les portes au commerce et aux échanges culturels. Les routes commerciales devinrent des artères vitales, transportant non seulement des marchandises, mais aussi des idées et des innovations. L'arrivée des ambassadeurs grecs à la cour Maurya fut un spectacle qui captiva l'imagination. Ces rencontres diplomatiques étaient plus que de simples formalités. Elles étaient des ponts entre deux mondes, facilitant une compréhension mutuelle et une coopération qui allait enrichir les deux civilisations. L'Indus, artère vitale serpentant au cœur du sous-continent, marquait bien plus qu'une simple frontière géographique. C'était une ligne de vie, une veine palpitante qui nourrissait les civilisations anciennes. C'était une porte vers l'ouest, un pont vers l'ancien empire perse. À travers cette porte, des idées, des croyances et des innovations traversèrent les terres. Les Mauryas, conscients de l'importance stratégique de cette région, cultivèrent des liens avec les vestiges de l'empire perse. Ils adoptèrent et adaptèrent des éléments de l'architecture, de l'art et de la culture perse. Le commerce prospéra le long de l'ancienne route de la soie, reliant l'empire Maurya à la Perse et au-delà. Les caravanes transportaient non seulement des marchandises, mais aussi des idées et des technologies. Soie, épices et pierres précieuses coulaient vers l'ouest, enrichissant les marchés et les cultures, tandis que chevaux, textiles et connaissances voyageaient vers l'est. Les échanges étaient mutuellement bénéfiques, chaque civilisation apprenant de l'autre. La cour Maurya, creuset de culture, vit se mêler nobles et marchands perses à des dignitaires indiens. Ces rencontres étaient des occasions de partage et d'apprentissage. Cet échange d'idées et de coutumes enrichit les deux civilisations, laissant derrière lui un héritage transcendant les frontières politiques. Les manuscrits, les artefacts et les traditions témoignent de cette fusion culturelle. Ils soulignent la capacité de l'Empire à naviguer dans le paysage géopolitique complexe de son époque, forgeant des alliances qui assurèrent la paix et la prospérité. Ces alliances étaient essentielles pour maintenir la stabilité et favoriser le développement économique et culturel. L'Empire Maurya, tel un soleil magnifique, projetait une longue ombre sur ses voisins. Royaumes grands et petits contemplaient en cette puissance montante avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Au sud se trouvaient les puissants royaumes des Cholas, des Pandya et des Keralaputras.
Ces puissances maritimes, avec leurs vastes flottes et leurs réseaux commerciaux florissants, étaient une force sur laquelle il fallait compter. Les Mauryas, reconnaissant leur importance stratégique, ont poursuivi une politique de diplomatie et d'alliance stratégique. Les mariages entre familles royales ont cimenté les liens, assurant la paix et la stabilité. Les empereurs Mauryas, sages dans l'art de gouverner, comprirent l'importance de maintenir des relations cordiales avec leurs puissants voisins du Sud. Si la tapisserie de la diplomatie. Les exploits diplomatiques de l'Empire Maurya n'étaient pas une série d'incidents isolés. Ils étaient le fruit d'une vision stratégique, une vision qui voyait au-delà des batailles et des conquêtes immédiates. Ils faisaient partie d'une grande stratégie, une tapisserie soigneusement tissée qui assura la stabilité et la prospérité de l'Empire pendant plus d'un siècle. Chaque fil de cette tapisserie représentait une décision calculée, une alliance forgée, une paix négociée. Les empereurs Mauryas, de Chandragupta à Ashoka le Grand, comprirent le pouvoir de la diplomatie. Ils utilisèrent leur sagesse pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique de l'époque. Ils savaient que maintenir la paix, même avec ses rivaux, était souvent plus bénéfique que de faire la guerre. La paix apportait la prospérité, la guerre apportait la destruction. Ils cultivèrent des alliances par le biais de mariages, de traités et d'échanges de cadeaux. Ces gestes de bonne volonté cimentaient des relations durables et ouvraient des voies de coopération. Ils envoyèrent des ambassadeurs dans des contrées lointaines, porteurs de messages de bonne volonté et établissant des liens diplomatiques. Ces missions diplomatiques étaient essentielles pour tisser un réseau d'alliances et de partenariats. Les Mauryas comprirent également l'importance du soft power, utilisant leur réalisation culturelle, leur philosophie et leur art pour projeter leur influence bien au-delà de leurs frontières. Leur culture rayonnait, attirant l'admiration et le respect des autres nations. Les secrets de l'Empire, ce que nous savons et ce que nous ne savons pas encore. Malgré la richesse des informations disponibles, l'Empire Maurya recèle encore de nombreux secrets fascinants. Le temps qui passe, les ravages de la nature et la perte d'innombrables textes nous ont laissé des aperçus alléchants d'un empire qui couvrait autrefois un vaste sous-continent. Nous connaissons leurs grandes villes, leur armée impressionnante et leur administration efficace et bien organisée. Nous avons des récits de leurs rois, de leurs lois et de leurs croyances religieuses diverses. Pourtant, de nombreuses questions restent sans réponse à ce jour. Chaque nouvelle découverte nous rapproche de la compréhension de cette période charnière de l'histoire de l'Inde. L'héritage du rêve d'Ashoka. L'Empire Maurya, sous le règne d'Ashoka le Grand, connut une profonde transformation. Ashoka, profondément affecté par les horreurs de la guerre, embrassa le bouddhisme et s'engagea sur la voie de la paix et de la droiture. Ses édits, gravés sur des piliers et des rochers dans tout l'Empire, proclamaient son engagement envers la non-violence, la tolérance et le bien-être social. Il envoya des émissaires dans des contrées lointaines, diffusant le message du bouddhisme et promouvant la coexistence pacifique. L'héritage d'Ashoka s'étend bien au-delà des frontières de l'Empire Maurya. L'Empire Maurya, bien qu'il ait fini par décliner et tomber, a laissé derrière lui un héritage qui continue d'inspirer.